Bonsoir, nous passons à un autre épisode de nos rencontres et nous recevons maintenant Alexandre Fernandez qui est professeur d'histoire contemporaine dans l'université d'en face et qui va avoir comme discutant un autre enseignant-chercheur de l'université Michel Montaigne, on va quand même la citer, Bordeaux-Montaigne, et qui va nous parler de la République et de l'histoire universelle, parce que c'était aussi une des questions soulevées, je dirais, dans ce séminaire, et on essaye d'approfondir, et je sais que Alexandre a un certain point de vue sur ces questions qu'il va nous exposer. Le point de vue. Euh, oui. Alors, comme Dominique, je te remercie Dominique, comme tu viens de le dire, j'ai proposé cette intervention avec la bonne volonté qui me caractérise en général, c'est-à-dire que j'ai répondu aux attendus du colloque, ce que je fais à peu près tous les ans, essayer de répondre aux attendus de l'année en question. Et là, les attendus ont été très longs, sensiblement plus longs cette année que les autres années, et il y a eu un certain nombre de choses qui étaient posées, notamment un certain nombre de mots qui tenaient à la conception de la connaissance que l'on pouvait avoir, à la manière de s'organiser en politique en particulier. Inutile de vous dire que j'aurais mieux fait de me taire lorsque j'ai proposé ce sujet et surtout lorsque je l'ai écrit parce que depuis que je l'ai proposé, donc il y a une quinzaine de jours, je ne sais évidemment pas par quel bout l'attraper tellement dès que je vais dans un chemin, il y en a 50 000 autres qui s'ouvrent immédiatement après. Heureusement, et on n'est jamais aussi bien que servi que par notre quotidien préféré. Là, celui-là, il ne s'était pas préparé, hein, puisque c'est celui d'aujourd'hui. Je lis une interview d'une auteure péruvienne. Charles, cette histoire dit tout. Charles Wiener, c'est son personnage, est l'incarnation du siècle des Lumières dans ce qu'il a de pire. Une supériorité culturelle qui s'est alliée au racisme et au fascisme pour finir en tragédie et en holocauste. Alors, je pourrais m'arrêter là et dire no comment avec les points d'interrogation et d'exclamation que j'ai mis en marge. Parce que dire que c'est du siècle des Lumières que procède le fascisme, le nazisme, l'Holocauste, alors que précisément et l'un et l'autre sont à la fois idéologiquement et à la fois historiquement des anti-Lumières, au sens propre des contre-révolutionnaires, alors qu'ils veuillent que cette contre-révolution veuille aller comme Franco avant 1492, enfin, ou en 1492 plutôt, avant l'arrivée des Bourbons en Espagne, ou qu'elle aille dans un Moyen-Âge germanique, mythique, ou dans l'Empire romain. En tous les cas, il s'agit effectivement de régimes qui non seulement ils ne se réclament pas des Lumières, mais ils ont mis toute leur énergie des intellectuels qui ont travaillé pour eux, et certains, hein, notamment Alfred Rosenberg, qui justement fait de la révolution, l'idéologue nazi qui fait de la révolution et du siècle des Lumières l'idéologie à combattre, et il dit qu'elle est caduque, qu'avec l'arrivée du nazi, c'est caduque, qu'on revient, hein, tout cet épisode, il dit que c'était un épisode éphémère, celui du 18e et du 19e, au discours de Franco, je pourrais vous en citer toute une série. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe euh, que l'on est dans on fait glisser les registres d'énonciation, euh, on mêle une énonciation de type littéraire, romancier, romancier et donc d'une représentation d'un réel contemporain ou d'un réel passé par un romancier qui a effectivement tous les droits au nom de la liberté d'expression, effectivement, de
énoncer, de choisir les personnages qu'il veut, les situations qu'il veut, euh, à un énoncé de type scientifique, en italique pour le coup, euh, d'abord dans les départements d'études littéraires nord-américains, pour toute une série de raisons, qui seraient trop longs d'expliciter, qui sont propres à la sociologie des universités, des enseignants et des étudiants des universités états-uniennes, et qui ont débarqué petit à petit déboulé des départements d'études littéraires dans les départements d'ethnologie, d'anthropologie, de sociologie et même d'histoire. Alors moi, je ne parlerai pas évidemment des études littéraires, de la sociologie ou de l'anthropologie, mais je réagis en tant qu'historien. C'est confondre. Et alors, quand on est au niveau de l'histoire, par exemple, c'est tout un type d'histoire qui confond la représentation du réel et le réel. Ce qui, effectivement, ne pose pas de problème pour un littéraire, ce qui en pose quand même un certain nombre pour un historien. Et ce glissement, cette espèce de non-stabilité des registres d'énonciation a des conséquences politiques, à mon sens, graves, c'est-à-dire qu'on se trompe de cible. Très précisément, là. La cible ne devient plus les réactionnaires de tout poil, mais le siècle des Lumières. Alors, évidemment, hein, loin de moi l'idée de considérer que le siècle des Lumières est une sorte de d'abord à prendre au singulier et que les philosophes seraient advenus comme ça, ils auraient porté la parole rationnelle et la bonne parole et qu'elle resterait, qu'elle n'aurait été sans arrière-pensée, sans contradiction, et surtout effectivement qu'elle arrivait toute, toute armée, en quelque sorte, pour la suite des temps et l'ensemble des lieux. D'où effectivement une réflexion sur la notion d'histoire universelle euh, qui mérite là aussi d'être pensée à l'aune de ce moment fondateur pour le peuple français, qui se constitue en tant que peuple et en tant que nation à ce moment-là, qui devient un peuple pour soi, et que c'est à partir du moment où il devient un peuple pour soi qu'il y a possibilité de faire une classe pour soi. Ça sera le combat du siècle d'après, et des deux siècles d'après, c'est encore le combat d'aujourd'hui, effectivement. Mais ça s'inscrit, et ça ne peut s'inscrire, je vais essayer de le démontrer, que effectivement dans ce moment du 21 septembre 1792, où les députés réunis proclament une république non pas simplement comme une simple technique de gouvernement, mais comme un projet politique, mais à tous les sens du terme, pour le peuple français et pour l'humanité. Alors, j'ai eu beaucoup de choses, oui, parce que c'est, oui, comme je disais, hein, si on se trompe de cible, on peut pas mener on peut toujours mener les combats, mais on n'a aucune chance de les gagner. Or, il ne s'agit pas simplement de revendiquer, il s'agit de les gagner, les combats. Et on en a gagné. Celui de 92, il est peut-être incomplet, mais il n'est pas perdu. Je veux dire, le, parce qu'il se rejoue en 1848, il se rejoue suite, il se rejoue suite. Il y a eu des combats de type socialiste, qui ont été, alors, peut-être le premier à dire qu'ils ont été insuffisants, qu'ils ne sont pas allés aussi loin qu'on pouvait espérer, mais tous les combats n'ont pas été perdus. Des combats identitaires juxtaposés, eux, n'ont aucune chance de gagner, sauf momentanément sur le groupe identitaire concerné. Mais je ne vois pas comment ils peuvent porter le, le- la, l'émancipation pour tous et toutes, ou pour tous.
puisque masculin n'est pas un masculin, mais c'est un être en vivant. Là, alors, j'ai essayé quand même de regarder un petit peu, parce qu'on passe, et j'avais un premier point, c'est sur évidemment, il y a forcément ça ne sort pas, ça n'arrive pas comme ça, hein, de rien. Et puis, c'est quand même assez souvent, on le retrouve assez souvent. Euh, je vous propose une petite réflexion sur les, les séductions. Alors, j'avais mis trouble, séduction. Enfin, bon, allez, on va mettre les séductions de la critique de l'universalisme bourgeois. Euh, D'une part, la pensée des Lumières. Alors pour l'instant, on va considérer ce singulier pluriel, et celle du progrès de l'universel, elle est née en Europe, mais d'une part, et immédiatement, je n'aurai pas le temps de développer, il faut considérer qu'elle n'est pas uniforme, d'une part, et c'est un abus, mais j'ai cherché, on ne peut pas trouver, enfin c'est quand même le moyen le plus facile, mais c'est une sorte d'abus de langage de dire la pensée des Lumières. Et il y a déjà pas mal d'années, Jonathan Israël avait écrit un livre sur les Lumières radicales, hein, où il distinguait très fortement, édité aux éditions Amsterdam, où il distinguait très bien les lumières radicales des lumières modérées, si l'on veut, pour aller vite. Et dans un camp, il y avait ce qui était pour par exemple, comme marqueur de radicalité, il y avait l'athéisme, l'anticolonialisme. Bon, et comme marqueur de modérantisme, il y avait au contraire le respect du christianisme, qu'il s'agisse d'un christianisme protestant, comme dans le cas de Kant, hein, ou qu'il s'agisse d'un christianisme catholicisé, ou toutes les formes de déisme que l'on connaît, tout ça. Bon, d'une part, elles ne sont pas uniques. Euh, Soit dit en passant, elles ne sont pas. Il n'y a pas ajustement entre les positionnements radicaux en matière philosophique et les positionnements radicaux en matière, disons, politique et sociale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des athées, un athée très athée et pas du tout démocrate, enfin, pas, il y en a plein. Hein. Et au contraire, vous avez des déistes démocrates. Le meilleur exemple étant celui de Robespierre. Donc, il n'y a pas ajustement entre la radicalité philosophique et la radicalité politique, d'une part. D'autre part, c'est oublié, alors certes, elles sont nées en Europe, mais c'est oublié qu'elles sont critiquées dès le début et d'abord par des Européens. Première critique en règle des Lumières, c'est celle de Herder, qui est le propre élève de Kant dès le XVIIIe siècle. Et cette critique, ben, je ne veux pas vous faire une histoire de la philosophie. Un, d'abord, ce n'est pas mon domaine de compétence. Et deux, ben, vous pouvez le faire hein, de Herder jusqu'à Heidegger, en passant par Nietzsche et autres, et Schopenhauer. Enfin bon, il y en a des bibliothèques entières là-dessus. C'est-à-dire, et il s'agit, dans tous les cas, d'Européens. Ils sont autant européens. Les anti-lumières sont autant européens que ceux qui critiquent. Hein, donc, le, hein. Donc euh, bon, pour aller plus vite, ça a abouti tout ça. Oui, j'avais un petit dossier, mais je ne vais pas le développer, sinon on n'y arrivera pas, sur les années, en gros, les années 1960, où ces critiques de ce qu'on considère de plus en plus, on voit les termes qui apparaissent, rationalisme cartésien, mais dans un sens effectivement dépréciatif, hein, qui viennent de certains milieux philosophiques très influencés par Nietzsche et par Heidegger, l'un et l'autre, l'un ou l'autre, avec des doses, des combinaisons différentes selon les cas, mais selon que l'on prenne effectivement Michel Foucault, Gilles Deleuze et consorts, et que ça aboutit au postmodernisme de Jean-François Lyotard, fin des années 70, qui nous dit de toute façon, il faut balancer tout, hein, passer au postmodernisme, vous dites tous de ça, hein, toutes les décennies précédentes ont tenté de substituer
un grand récit, celui donc du progrès, des Lumières, ainsi de suite, à l'autre, au grand récit précédent, au grand récit chrétien ou judéo-chrétien, enfin peu importe. Ce qu'il faut, c'est effectivement plus de grands récits. Si on est affranchi des récits, des grands récits, hein, c'est la condition de la liberté et revenir au contraire aux petits récits, c'est-à-dire au témoignage d'expérience. Il aura donné cette notion d'expérience. C'est ça qu'on a là. Hein, c'est-à-dire que les expériences, hein, et surtout, et je le dis là parce que j'ai peur d'oublier après en conclusion, les récits d'expérience, et surtout lorsqu'il s'agit des expériences douloureuses, hein, tiennent lieu de connaissance. Et ça dispense évidemment lorsque vous juxtaposez des récits d'expériences douloureuses et surtout lorsque vous juxtaposez les sections, donc faites de l'intersectionnalité, ça dispense de l'effort pour comprendre et pour changer au niveau global. Puisqu'effectivement, euh, alors je pousse au loin, au bout le raisonnement, hein, mais il y a de ça. Alors, c'est pas, je laisse de côté les Européens, puisque justement, c'est eux qui sont en cible. Mais là, vous voyez que les Européens, déjà, ils ne sont pas tous, et là, il s'agit dans tous les cas d'Européens blancs, et pour la plupart, effectivement, hétéros. Là, je voudrais venir plutôt au début des subaltern studies, les subaltern studies qui sont portés par quelqu'un qui est Ranaït Goua, G-U-H-A, je ne connais pas le tableau, G-U-H-A, qui est donc, alors c'était History of the Limit of World History, en 2002, mais ça rassemble toute une série de travaux qu'il a fait avant, bon, pour montrer que, alors c'est un Indien, mais en poste, alors qu'il y a eu pas mal de difficultés à faire sa carrière en Inde, qui n'a pas pu faire carrière en Inde et qui a fait sa carrière aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, il conteste l'histoire officielle indienne telle que l'Inde la raconte, telle que l'Inde indépendante se la raconte. Et notamment, dit-il, autour, effectivement, pour aboutir à Nehru, à l'Inde moderniste de Nehru. Hein, et il dit, bah, ce discours oublie l'Indien de base, hein, le subalterne. Hein, alors, il prend la notion chez Gramsci, une lecture, à mon sens, un peu rapide de Gramsci, et il développe ça. À la suite de Goua, de cette notion de subaltern studies, on y trouve plein de choses très intéressantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce qu'ils ont écrit n'est pas sans intérêt. Au point de vue de la connaissance, on apprend plein de choses. C'est sur la vision globale à laquelle on aboutit aujourd'hui. Les lignes que je vous ai lues tout à l'heure. Il y a aussi Dipesh Chakrabarty, qui est de la génération juste un petit peu après celle de Goua. Alors Goua, lui, s'en prend très violemment, voilà, j'ai fait oublier, justement, au concept d'histoire universelle de Hegel. Alors, tous ces gens ont en commun d'être foncièrement anti-hegeliens. Leur bête noire, c'est Hegel. Quand ils enfin, quand encore dans les années 60-70, après c'est fini, mais quand dans les années 60-70, ils font une référence à Marx, ça leur arrive, hein, ils séparent soigneusement, enfin, ils disent, bah, en fait, Marx n'est pas un hegelien, ou c'est séparé, débarrassé de Hegel et de la dialectique très rapidement. Il faut voir d'ailleurs distinguer le jeune Marx qui est encore hegelien du Marx de la maturité qui ne l'est plus, enfin ainsi de suite. Bon, vous avez reconnu certaines de nos discussions du lycée lorsque nous y étions. Évidemment, pourquoi mais là, euh, alors entre-temps, effectivement, dans les universités des États-Uniennes, des gens comme Goua, comme Chakrabarty, et puis d'autres, hein, je ne vais pas tous vous les citer. Alors eux, je vous ai cité ces deux-là parce qu'ils sont historiens, hein, mais il y en a beaucoup aussi en études littéraires, en particulier, qui donc développé et avec des positions institutionnelles, parce qu'en fait, en trouvant un nom, Subaltern Studies, hein, on ouvre un département. Le, alors,
c'est très, très bien, hein, mais et ça attire un certain nombre d'étudiants, mais ça pose vous verrez, ça pose quand même un certain type de problème. Alors, euh, Chakrabarty, voilà, part lui du principe que les pays décolonisés euh, n'avaient n'ont ni la même structure fondamentale, ni la même trajectoire de développement, et qu'il part de cette différence d'appréciation de type économique et social pour effectivement proposer de nouvelles catégories théoriques pour comprendre les peuples non européens, étant entendu que celles disponibles, toutes les catégories d'entendement, en quelque sorte, ont été produites par des Européens et que donc de la constatation, effectivement, qu'il n'y a pas le même type d'économie et de société, il faut remonter, effectivement, aux capacités de l'entendement. À ce titre, il faut, d'une part, considérer que l'universalisme méthodologique ne saurait être qu'un principe d'analyse européen et et évidemment, euh, alors Chakrabarty ne le dit pas trop à ce moment-là, mais ça va revenir au début, mais il le dit après, c'est par la domination des Européens ne serait pas un effet de leur puissance de feu, par exemple, hein, parce qu'ils ont des canons plus puissants, ou parce que toute une série de raisons, mais parce qu'ils ont imposé leur système de pensée et la perpétuation de la domination d'un système de pensée aux autres. Donc il faut effectivement changer de système de pensée, et il faut, alors lui, il est très célèbre pour avoir effectivement proposer le concept de provincialisation de l'Europe. Il faut provincialiser l'Europe, c'est-à-dire déplacer l'Europe du centre, hein, et la mettre sur le côté. Alors, on ne sait pas si c'est au profit des universités états-uniennes ou si c'est au profit de l'Inde. Mais enfin, en tout cas, il faut provincialiser l'Europe. Là, ou plutôt j'aurais dû dire, on ne sait pas si c'est au profit de l'Inde et des pays du Sud ou au profit des universités, des départements d'études littéraires des universités états-uniennes. Alors, il n'y a pas que des Indiens, il y a des des Européens et des Nord-Américains qui, effectivement, vont dans ce sens. Et alors, notamment, un, là, on était sur les catégories d'entendement. Et pour ce qui nous intéresse, nous, enfin, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'historien, c'est effectivement tout le travail de Jacques Goudy, qui est un anthropologue historien. Parce que, bon, chez nous, il y a des démarcations. Dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis en particulier, les démarcations sont beaucoup plus floues. C'est très intéressant. Jacques Goudy est un très grand anthropologue et avec des travaux de recherche, il n'y a aucun problème. Et il a proposé en 2006 un ouvrage un peu plus grand, enfin un peu plus grand public, à destination des autres disciplines, sur le vol de l'histoire. Hein, le vol de l'histoire, ou comment l'Europe impériale, l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde. Et il s'en prend explicitement à tous les historiens qui ont pourtant proposé des histoires mondiales, en liaison avec l'histoire universelle, notamment à John Needham sur, du point de vue de l'histoire des techniques sur la Chine, à Norbert Elias, en particulier sur les mœurs, et même à Brodel. Bon, alors effectivement, les trois avaient une vision un petit peu très eurocentrée, hein, de l'histoire du monde. Mais il s'en prend aussi à Emmanuel Wallerstein, qui est celui qui a proposé la notion de système monde, d'économie monde, en tenant compte justement de cela. Donc, c'est une attaque en règle, et ce vol de l'histoire, donc les Européens auraient volé le récit des autres, eh bien, on le retrouve effectivement un peu en Amérique latine. Alors, je voulais revenir un peu sur l'Amérique latine, d'abord parce que c'est un continent que je connais un peu moins mal que l'Inde, ça c'est évident, et sur lesquels, en plus, qui a influencé
fût-ce à leur corps défendant, un certain, puis là d'ailleurs il s'agit d'une platine, hein, c'est une péruvienne, un certain nombre de notions qui sont employées, qui sont directement employées ces temps-ci. Hein, notamment, alors là, on a plusieurs noms sur lesquels je voudrais revenir. Euh, alors, je ne vais peut-être pas évoquer, oui, mais tous, Boaventura de Sousa Santos, surtout Enrique Dussel, DU2SEL, et il y a aussi Walter Mignolo, bon, il y en a d'autres, hein, Hannibal Quijano, bon, mais je vais revenir sur Dussel, peut-être, et sur Mignolo. Alors, euh, Dussel, Enrique Dussel, il commence par critique des notions euh, de progrès et d'universalité. Et la raison scientifique, hein, étant à ses yeux, alors d'une part, hein, il y a cet aspect-là, étant à ses yeux incapable d'analyser l'ampleur et le contenu de la propre crise qui touche, hein, la raison et la raison scientifique de la pensée dominante, ouais, est incapable d'analyser sa propre crise, qui est entrée en crise, bon, effectivement, ça on peut le faire, hein, au moins depuis les années 1950-1960. D'une part. D'autre part, les promesses non tenues de liberté, d'égalité, de solidarité n'ont pas eu de solution. Les promesses n'ont pas été tenues et on ne voit pas comment elles pourraient être tenues si on ne sort pas, encore une fois, du schéma de pensée d'où elles ont été pourtant, d'où elles sont nées. Alors, et notamment de la modernité. Donc, il propose dans un premier temps la notion de transmodernidad. Hein. Alors, Dussel, hein, il vient de la théologie de la libération. C'est quelqu'un qui vient de la théologie de la libération. C'est tout à fait. C'est très bien. Hein, et il critique politique. Euh, alors, menée dans le Sud par la colonialité. Et à partir de cette transmodernité, il s'agit donc de dépasser le capitalisme, bien sûr, l'eurocentrisme et le colonialisme. Et ce ne serait pas, on ne pourrait pas dépasser en restant sur un schéma fondé sur l'universalité, puisque cette universalité ne peut, à ses yeux, qu'être réduite à un universalisme d'une seule culture, comme par exemple le socialisme, qui est réducteur, mais il faut, et c'est lui qui dit, un pluriverso. Hein, donc, effectivement, un pluriversalisme où toutes les cultures se dialogueraient entre elles. Alors, c'est, euh, par exemple, la dépendance de l'Amérique latine. Alors, la dépendance de l'Amérique latine, à ses yeux, n'est pas tellement tant économique et sociale qu'ontologique. C'est lui qui emploie le terme. C'est une dépendance ontologique. L'homme latino-américain, vous remarquerez comment là, on est au singulier. Hein. L'homme latino-américain, il n'y a plus de classe latino-américaine. L'homme latino-américain est un être opprimé. L'Amérique latine est soumise depuis le XVIe siècle à la volonté de puissance exercée par la totalité européenne. Alors la totalité européenne étant un agent, se retrouvant un agent actif de domination face à l'homme américain au singulier. Donc, c'est... Alors, euh, oui, le temps passe et je passe quand même. Alors, il y en a d'autres. Je vous fais par grâce de Hannibal Quijano et de sa colonialité. Alors, Walter Mignolo va un peu plus loin. Lui, il parle de pensée frontière. Il parle de pensée frontière. Il s'agit encore une fois de changer le paradigme et de lutter contre l'imaginaire moderne, les, emplois, les termes, hein, qui se structurait, qui continue à se structurer à ses yeux à partir de 5 idéologies fondamentales: le christianisme, le conservatisme, le libéralisme, le socialisme et le colonialisme.
à part la dernière, les quatre autres étant effectivement, il leur reconnaît une face émancipatrice, mais conservative, c'est assez bizarre, enfin bon, et surtout une face génocidaire. Donc un truc, double face, le colonialisme, lui, n'ayant évidemment qu'une seule face, puisque c'est une sorte à la limite, de stade suprême de l'idéologie européenne. Bon, alors il s'agit évidemment de s'en débarrasser. Alors lui, c'est pas le pluriversalisme, c'est la diversalité. Voilà. En fait, il s'agit tous de faire une épistémologie du Sud. Une épistémologie du Sud. C'est leur propos. Alors avec des différences et des variantes. Bon, alors, ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, alors en excipant que les peuples latino-américains ont des régimes d'historicité différents, c'est pas, c'est aidé hein, en Europe, en Grande-Bretagne, il y a toute une série d'historiens, d'anthropologues qui vont dans ce sens. Hein. Je veux dire que c'est pas évidemment. Et pour vous montrer qu'effectivement, comme il y a énormément d'historiens, de sociologues ou d'anthropologues européens qui vont dans ce sens, je voudrais quand même aussi, pour terminer cet aspect, vous citer des historiens ou des sociologues qui sont soit indiens ou des philosophes qui sont soit indiens, soit latino-américains et qui ne vont pas du tout dans ce sens, qui rappellent effectivement que les luttes hein, de leur pays, elles ont été souvent elles se sont éveillées hein, avec l'écho des mots de l'Europe et particulièrement de l'Europe française et de l'Europe républicaine française et qu'elles se sont aussi consolidées avec d'autres mots hein, venus d'une Europe avec le mot de république, puis ensuite le mot de socialisme, effectivement, bon, ainsi de suite. Et donc il faut et même, ils appellent à recentrer. Alors, je voudrais vous dire deux choses. L'une, c'est de Juan José Sebrelli, qui est argentin, qui, alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Europe n'est pas un particulier parmi d'autres. Elle constitue alors, j'arrive plus à me dire, le maillon incontournable de la ligne du développement. Un peu plus loin, il dit elle constitue la forme classique et universelle du monde moderne. Nous ne pouvons la nier sans renoncer à cette dernière, donc à la modernité. Nous autres, Américains, ne sommes pas les autres de la culture occidentale. Nous sommes en revanche ses héritiers directs et de loin, comme ils sont plus ouverts, hein, peut-être les meilleurs. Et il s'agit pour des Américains de revendiquer que ce patrimoine hein, est le leur et n'est pas celui de Européens, que le patrimoine universel est leur patrimoine hein, et qui sont autant universels que, loin d'être effectivement enfermés, hein, ils sont dans l'universalité. Les subaltern studies, à ses yeux, en fait, ressortent hein, de cette idée de Global South, non seulement enferment les Indiens dans leur réserve, d'une certaine façon, mais est un signe hein, de degré d'exotisme, hein, d'essentialisme et d'exotisme porté par la mauvaise conscience de l'Occident, pour aller vite. Autre citation là, c'est un Indien, Vivek Shibert, qui lui aussi, alors lui, il est aux États-Unis, mais à la New York University, c'est pas tout à fait pareil. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il déplace pas simplement dans le domaine des idées, mais dans un domaine qui, à moi, m'intéresse évidemment, celui de l'économique et du social. Non seulement il est vrai que tous les pays qui ont amélioré leur situation se sont modernisés, mais il est tout aussi vrai que les seuls pays à avoir connu une telle amélioration ont été ceux qui ont emprunté la voie de la modernisation. Autrement dit, les seuls qui se sont libérés d'eux ou ont assoupli la domination néocoloniale ont été ceux qui se sont ralliés à la raison. Il met un R majuscule. Mais il faut dire que donc, c'est un des derniers, hein, Vivek Chiben, à se réclamer de Marx et de la tradition socialiste.
face à l'indigénisme. L'indigénisme qui est pas né hein, dans les années 70-80. Dans les années 10, il y avait un intellectuel péruvien, Aya de la Torre, qui avait développé une idée de l'indigénisme, qui est intéressante hein, d'ailleurs, hein, mais qui est sur des positions très anti-impérialistes, hein, anti-impérialistes parce qu'indigénistes. À quoi Mariátegui, qui est le marxiste péruvien, qui lui essayait de concilier le marxisme avec les réalités latino-américaines, trouvait que c'était évidemment insuffisant et que le marxisme avait l'avantage justement de cette universalité, tout enfin, en tout cas lui il espérait, permettre les séparations. Alors, et l'espoir, c'est celui d'une république. Alors pourquoi république? Là, il ne reste plus beaucoup de temps, si je veux que tu fasses les commentaires. Euh, alors là encore une fois, hein, il ne s'agit pas de considérer la république comme un simple forme de gouvernement, comme une technique. Bien sûr, hein, la république, euh, cela a été ça. Hein, et pas, et je veux dire, c'est aussi une technique de gouvernement et pas seulement pour l'une qui n'aurait été que technique et l'autre qui aurait été principe. Donc les cinq, si vous voulez, sont un petit peu des deux, sauf qu'évidemment, la combinaison l'alchimie hein, dont est porteuse chacune des cinq républiques françaises. Et puis après, il faudrait voir avec les républiques latino-américaines, les républiques nées au XXe siècle. Je vous rappelle qu'en 1914, des républiques, il y en a à la veille de la Première Guerre mondiale, des républiques, il y en a en Amérique, ça, il y en a beaucoup en Amérique, hein, mais en Europe, hein, il n'y en a qu'une. Enfin, il y a la République de Saint-Marin. Non, il y en a une deuxième parce qu'il y a la République de Portugal depuis 1910. Il y a la République de Saint-Marin et la République française. Alors, il y a les cantons suisses, mais les cantons suisses, ce n'est pas une république suisse. Hein, les cantons suisses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de roi qu'on est forcément en république. On a des on a des États où il n'y a pas de roi et on n'est pas forcément en république. Bon, là, alors, c'est bien sûr une technique de gouvernement. Bon, je passe, mais surtout la troisième, mais la troisième, par exemple, République qui naît un petit peu par hasard, qui naît simplement comme une sorte, justement, prenons la troisième, comme une sorte bah, il faut bien qu'on trouve le moyen, on ne s'accorde pas sur le roi, donc bon, même pas de constitution, mais il n'empêche que, surtout quand les radicaux arrivent au pouvoir, les radicaux, dont Clemenceau, qui estimait qu'on ne devait pas séparer 93 de 89, il y a une. Il réanime alors même à l'époque opportuniste, mais surtout. Alors, on va dire que c'est une sorte de mystique à la petite semaine que celui de la quatrième République. Oui, d'une certaine façon, mais pas pour tout le monde. Et surtout pas quand on regarde la République française, y compris la République bourgeoise, y compris lorsqu'elle fait tirer sur des ouvriers à Villeneuve-Saint-Georges. Lorsqu'on la regarde d'ailleurs, c'est une république. Lorsqu'on la regarde, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a effectivement simplement de la regarder de 200 kilomètres plus au sud. D'autres choses. Donc, elle est aussi porteuse de ça. Elle est porteuse d'un discours qui parle à tout le monde, qui ne parle pas simplement aux Français, au peuple français. Et ça, bon, on pourrait développer, mais je prends beaucoup de temps. Alors, ce messianisme de l'émancipation, alors, bien sûr, ce n'est pas une technique de gouvernement, pas simplement une technique de gouvernement, elle n'est pas réductible à la démocratie. On peut avoir des démocraties sans république, les États scandinaves, par exemple, mais, Jean-Paul Scott le rappelait avant-hier, il n'empêche que pour Engels, qui pourtant avait déjà sous les yeux les possibilités, par exemple, que les socialistes, la possibilité que les socialistes allemands un jour pourraient accéder au pouvoir, et il le dit clairement. Et en Allemagne, on n'aura pas de démocratie parce qu'on n'a pas au préalable la République. Là, la victoire des socialistes dans un contexte monarchique et dans un contexte républicain,
n'aura pas la même signification. Hein. Ben, au mieux, on pourra faire de la social-démocratie à la suédoise. Voilà. Le meilleur des cas. Bon, ça ne se confond pas avec le parlementarisme. Bon, ça, je laisse. Alors, donc, cette notion, ce messianisme de l'émancipation, effectivement, existe. Alors, évidemment, il ne faut pas le confondre avec si vous voulez, l'incantation dont se sert non pas la République, mais dont se sert l'État à différents moments pour instrumentaliser cette mystique de la République au service des pires actions à l'intérieur ou à l'extérieur qu'il a pu commettre à un moment ou à un autre, hein, la colonisation de la République, mais ça c'est le plus évident, bien entendu, c'est le plus évident, vous savez, c'est le troisième volet, hein, de la justification de la colonisation par Jules Ferry. Hein. Il y a d'abord effectivement l'aspect économique, l'aspect géopolitique. Hein. Si ce n'est pas nous qui allons, c'est les autres qui vont y aller. Et puis il y a l'aspect, c'est celui de l'évangélisation du XVIe siècle. À la fin du 19e, ça s'appelle apporter la République. Enfin, pour les Anglais, ça s'appelle apporter la civilisation, puisqu'ils n'ont pas de République. Et les Français, en plus, ils ont plus un truc supplémentaire, la civilisation et la République en particulier. Bon, ça sert effectivement de prétexte, mais ben, on sait que c'est pas que justement, et c'est ça qui, c'est ça, en apportant, tout en étant un prétexte de domination et d'exploitation, il n'empêche qu'en disant le mot, alors, et cette force émancipatrice, elle est plus forte que le simple. Elle se combine avec le mot de république, avec celui de démocratie. Ils sont pas synonymes, bien entendu. Mais c'est au nom de ces valeurs-là que. Alors, ça ne suffit pas, mais c'est au nom de ces valeurs-là que les mouvements de décolonisation se sont levés. Et même, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est par exemple le cas des ouvriers du Sénégal, des ouvriers de Dakar, qui sont dans des syndicats, hein, et qui, au nom de l'égalité, revendiquent non pas tant l'indépendance du Sénégal, hein, revendiquent effectivement d'avoir les mêmes droits que les ouvriers non noirs, hein, non sénégalais, blancs. Il y a des ouvriers ou des salariés non noirs qui peuvent arriver soit d'Espagne, par exemple, ou d'ailleurs, et ils revendiquent et ils obtiennent, ils gagnent. Ils gagnent ou non, parce que les tribunaux de la République, hein, leur donnent raison, puisqu'ils l'argumentaient. Alors, ça peut sembler tout. Là, les conquêtes sociales des ouvriers des usines sénégalaises ou ivoiriennes dans les années 50 peuvent sembler des choses finalement peu, peu intéressantes, pas très sexy. Hein. Mais j'y vois là, effectivement, il s'agit d'ouvriers et d'ouvrières, d'ailleurs, noirs, africains, qui, en utilisant les propres arguments nés justement, alors ils ne sont pas tous construits au 18e, ils se sont construits entre le 18e et le 19e, tiennent une amélioration, enfin en tout cas l'égalité, accèdent à l'égalité au travail avec les autres. On a là un moment d'histoire universelle. C'est cette histoire universelle qu'il s'agit de réhabiliter, non pas pour en faire une histoire de la domination des grands conquérants, non pas pour en faire une histoire de Gengis Khan, pas davantage que celle que pour en faire une histoire de Napoléon ou de n'importe qui, mais parce que l'humanité est une et alors, évidemment, techniquement, aucun chercheur, alors surtout en France, hein, les anglo-saxons parfois le font, hein, ça ne les gêne pas, mais nous, les histoires du monde, il y a longtemps qu'on n'en fait plus, les grandes histoires, les peuples et civilisations qui avaient dans la génération été nourris des peuples et civilisations des années entre les années 30 et les années 50, puis après dans les années 60, il y a eu des grandes histoires économiques et sociales du monde, enfin ainsi de suite. Et
On ne le fait plus d'abord pour des raisons financières, tout simplement. Il y a plus d'éditeurs qui prendraient ce risque en plusieurs volumes. Et puis parce qu'effectivement, il est très mal vu maintenant de penser une histoire du monde, y compris avec les lacunes de la documentation, les possibilités, puisque se sont substituées la notion de global history ou la notion d'histoire connectée. Alors, l'histoire connectée a beaucoup, beaucoup de vertus, mais elle a, à mon sens, elle a un biais, hein, même si elle a beaucoup de vertus, hein, il faut la pratiquer, c'est qu'elle insiste précisément sur elle a un biais elle aussi, c'est-à-dire elle insiste sur les échanges, sur tous les lieux où les territoires, les hommes habitant les différents territoires les quittent ou reçoivent des produits, des informations d'autres hommes. Effectivement, une invasion, c'est une sorte de connexion. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'à en 410, hein, Alaric entre à Rome, on peut dire que les Romains sont connectés avec les Visigoths, que les Visigoths sont connectés avec les Romains, d'une certaine façon. Bon, et elle a un peu, c'est l'inverse, si vous voulez, de certains types d'histoires qui ont été faites avant, c'est-à-dire que c'est oublié aussi ce qui ne se connecte pas ou les degrés de connexion. C'est-à-dire qu'on voit Alors, il y a quelque chose qui a à voir, on l'a dit beaucoup à propos de la global history, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a à voir avec la globalisation des échanges. Certains ont d'ailleurs accusé, soupçonné la global history de faire l'apologie du marché, hein, d'une certaine façon, en disant que les progrès ont été faits. Alors, les conséquences politiques, voilà, quelques mots là-dessus. Hein, j'en ai donné tout à l'heure en introduction pour ne pas risquer de les oublier ou d'être pris par le temps. C'est effectivement de risquer de. Alors, c'est pas, attention, euh, on est bien d'accord, toutes ces recherches sont d'abord légitimes, bien entendu, sont souvent excellentes, apportent beaucoup, mais leur profusion et surtout, moi je ne suis pas là pour dire que euh, ma vision est la vision, tu l'as dit tout à l'heure, même si je l'ai dit, hein, mais c'est pour essayer de dire que attention à ne pas se tromper de cible, comme dans la citation, évidemment, j'ai l'impression qu'elle avait été faite, hein, exprès pour mon intervention. C'est-à-dire que non, hein, d'abord, il y a une erreur. Hein, le fascisme ne procède pas des Lumières, et puis ensuite, on a l'impression que l'ennemi de l'émancipation, c'est l'homme blanc des Lumières. Alors effectivement, il avait toute une série de biais, il avait toute une série, et je veux bien croire que j'ai des biais, effectivement, qui tiennent au fait que je suis un Européen marxiste, historien, âgé maintenant de presque 65 ans, hétéro, enfin tous les biais que vous voulez, mais je ne pense pas honnêtement être l'adversaire principal de toutes les émancipations, quels que soient les segments de l'intersectionnalité. Je ne suis pas leur principal ennemi. Voilà, donc il ne faut pas se tromper de cible. Hein. Et la République française, justement, avait celle de 92, celle de 98 surtout, hein, même si effectivement c'est celle de 98 qui massacre les ouvriers en juin 48, on le sait tous. Hein. Mais il y a des potentialités de fraternité. Et je rappellerai d'ailleurs que fraternité, ce n'est pas simplement les mâles qui sont frères, hein, ce sont les humains qui sont frères. Il y a des. Oui, c'est vrai qu'en français, on peut opposer fraternité et sororité, qu'en anglais, on peut opposer brotherhood et sisterhood, mais il y a plein de langues où, effectivement, en espagnol, par exemple, hermano, hermana, donc ça donne la hermandad, et ça, la hermandad, ça concerne et des hommes et des femmes. Voilà, merci. Il vous reste allez, 10 minutes, parce qu'après, Oui. il faut impérativement que je sois à Bordeaux Pardon d'avoir dit. pour une Non, autre non, initiative. je glisse en 2 minutes Vas-y, juste quelques réflexions qu'on puisse éventuellement ensuite, dans un autre cadre peut-être prolonger. ultérieur, Mais c'est prolonger ça que je veux, ailleurs. c'est Voilà, effectivement lancer le c'est débat.
C'est simplement que dans le contexte actuel, je pense qu'il y a la conjonction, comme tu l'as dit, de quelque chose de très universitaire qui remonte à des décennies maintenant, plusieurs décennies qui ont commencé principalement dans des universités anglo-saxonnes, les cultural studies, etc., etc., qui a mis du temps à arriver en France et qui est devenu aussi une mode universitaire, une mode éditoriale, parce qu'il y a un marché aussi qui s'est développé autour de ces thématiques, mais qui a rencontré sur le terrain politique des aspirations, notamment des jeunes générations militantes, qui se sont beaucoup plus retrouvées dans ces problématiques-là que dans des problématiques jugées dépassées, qui opposaient, pour caricaturer, l'ouvrier au patron, etc. Et donc, le plus grand absent dans tout ce que tu as dit, finalement, c'est à la fois la classe ouvrière, mais aussi le patronat, en fait. Mhm. Et le capitalisme en tant que lui-même système de domination universelle. Mhm. C'est-à-dire que euh, là, on peut regretter la disparition d'un certain universalisme marxiste, mais il y a aussi un universalisme qui est complètement occulté et qui, du coup, prospère Oui, oui. et qui n'a aucun problème à accepter ce genre de contestation. Puisque si on écoute par exemple ce que dit Ouria Boutellidjer en France, qui est une fraction très radicale de ce camp-là, elle dit qu'au fond, le patronat, c'est plus du tout ça l'ennemi principal, c'est l'État. L'État en tant que système de domination blanc, patriarcal aussi, etc., etc. Donc je dirais juste ça, je n'en dirai pas plus parce qu'effectivement, on n'a plus le temps, mais il y a derrière cette réflexion sur la disparition de l'universalisme, j'ai l'impression qu'on oublie aussi souvent, y compris parfois dans notre propre camp, Oui. que, Oui. euh, que d'un point de vue militant, d'un point de vue de mobilisation, on peut être séduit en fait par ces thématiques parce qu'on voit que ça touche des jeunes générations militantes, etc. Mais tout le temps qu'on passe à parler de ça, en fait, on parle plus aussi de cette domination quand même principale, qui elle est universelle parce que l'expérience du travail, comme tu l'as dit pour les ouvriers au Sénégal et ailleurs, mais en fait, c'est celle qui il est la plus universelle en fait dans C'est le ça. monde. Ça Le concerne tout le travail monde. contraint, le travail salarié, etc. Et c'est ça aussi qui fait que les perspectives politiques se brouillent, je pense, au-delà de la simple question de l'universalité, de la République, etc., qui effectivement est réelle, mais il y a aussi cet universalisme d'en face, disons, qu'il faut aussi continuer, peut-être recommencer à théoriser et à combattre pour ce qu'il est. Mais bon, je m'arrête là parce que Oui, on et a- les luttes anciennes, en plus, c'est complètement faux parce qu'elles demeurent. À la preuve, on l'a encore vu l'année dernière avec la mobilisation pour les retraites. Ce sont des luttes et des aspirations, celles qui sont sur le terrain économique et social, de ce terrain-là, qui, tu viens de le dire, impliquent effectivement une lutte des classes, c'est-à-dire que la revendication des uns, si je revendique plus de salaire, hein, ça veut dire que le propriétaire des moyens de production, lui, va baisser son taux de profit. Hein. Donc, effectivement, hein, ou si j'agis sur l'État, ça veut dire qu'il va augmenter des impôts et donc diminuer la part des rentiers, et ainsi de suite. Bon. Les revendications de type, celles que je viens d'essayer de, d'exposer de manière très critique, ne gêne absolument pas l'organisation, le système capitaliste, comme tu viens de le dire, Dominique. On peut continuer à produire, extraire de la plus-value et répartir exactement dans les mêmes conditions le capitalisme qui est indifférent à la force de travail. Indifférent. C'est des enfants, des femmes, des hommes, des noirs, des jaunes, et puis il est même tellement indifférent que, effectivement, s'il peut y mettre des robots, sauf que le problème, évidemment, l'extraction de plus-value, hein, le problème que Marx avait expliqué entre capital constant et le capital variable, hein, composition organique du taux de profit. Mais lui, il est indifférent.
Bon, Merci. je Les sais universalistes. qu'André aurait envie de réagir, Ah ben vas-y, avec on juste va. raison, mais Mais on peut continuer après. oui, vous formellement. pouvez continuer, indépendamment du fait que vous ne serez pas enregistré. Moi, je suis Voilà. obligé de partir. J'ai en partie répondu par avance dans mon intervention d'hier. Oui, mais je n'ai Donc, pas pu t'écouter, j'avais couru, hein, donc c'est Donc, normal. je ne peux pas